Didier, bonjour. Bonjour Yann. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast de Vachement Bien, épisode numéro 2, où on va parler évidemment de contenu. Et avec toi, justement, qui a un profil un peu atypique, à la fois entrepreneur depuis maintenant des années, et en même temps, en parallèle, passionné du jeu de rôle. On va essayer de décortiquer un petit peu à la fois l'univers du jeu de rôle et son incidence dans l'entrepreneuriat. Mais avant ça, ben, je te laisse te présenter succinctement en 2 minutes. Bah, écoute, merci de l'invitation. Donc, j'ai 43 ans aujourd'hui, je suis né en 1980 très précisément. Un parcours standard, hein, puisque une enfance heureuse et un frère qui a 10 ans de plus que moi et qui m'a très vite, à partir de mes 8-9 ans, mis autour d'une table le vendredi soir jusqu'au dimanche midi avec ses amis, à incarner différents personnages et à faire du jeu de rôle, ma principale activité du week-end, à rencontrer plein de gens dans la vie réelle et aussi dans la vie narrative, la vie imaginaire que l'on s'offrait chaque week-end dans différents univers. J'ai ensuite pris le taureau par les cornes puisque je suis devenu commercial dans une société de cybersécurité, un milieu qui m'a complètement convaincu de l'intérêt du jeu de rôle puisque ça m'a permis d'incarner mon propre personnage au travers de différentes rencontres et d'évoluer assez vite, comme directeur d'agence à 21 ans, directeur régional à 24 ans, directeur commercial à 25 et associé à 26, toujours dans le même domaine. Et cette société a eu un parcours assez exceptionnel au niveau commercial, puisqu'en un an, on a conquis 1500 clients, fait 1,8 million de chiffre d'affaires. J'ai pu échanger mes participations sociales contre des titres cotés en bourse qui ont eux-mêmes connu une croissance assez exceptionnelle. Et cette expérience m'a permis de la dupliquer, de la faire savoir au plus grand nombre. Donc à partir de 2008-2009, je me suis mis à mon propre compte pour partager mon savoir-faire commercial, managérial et entrepreneurial au travers de l'expérience de l'auto-entrepreneur qui venait de se créer, de se lancer au 1er janvier 2009. Et donc j'ai créé et cofondé la Fédération des auto-entrepreneurs que j'ai eu la chance de présider pendant 4 ans et de créer un développement territorial partout en France avec plus de 85 clubs départementaux des auto-entrepreneurs. On a conquis 65 000 adhérents en 4 ans et j'ai pu, moi, faire du développement territorial en Europe. Donc, prêcher la bonne parole de l'auto-entrepreneur au travers de l'European Small Business Alliance et de voyager aussi sur des territoires francophones en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin et également au Canada, au Québec pour être plus précis. Et donc de parler de l'auto-entrepreneur, de cette capacité à entreprendre assez rapidement, 10 minutes et 10 questions, on crée son entreprise et ensuite on pouvait incarner son entreprise en étant le seul et unique collaborateur de Mhm. l'entreprise. Ouais. Et le jeu de rôle m'a amené cette capacité voilà, à être aussi bien un jeune entrepreneur qu'un jeune commercial, qu'un jeune manager et un jeune lobbyiste finalement. Et donc de pouvoir avoir la confiance absolue dans ma capacité à interpréter différents rôles au travers de cette vie active et cette vie professionnelle. Voilà, depuis 10 ans maintenant, je fais de la promotion de l'entrepreneuriat, des entreprises et des entrepreneurs au travers d'une régie qui m'a permis d'abord de faire connaître la fédération et puis les entrepreneurs qui étaient adhérents de notre fédération, et donc de créer une web TV, une émission de radio, des événements, des salons, des forums, et un concours de business plan qui est passé du Grand Prix de l'auto-entrepreneur en 2010 et en 2011 au Startup Contest en 2012 jusque 2019. Donc, on a fêté nos 10 ans, hein, et d'identifier des jeunes entrepreneurs et des jeunes entreprises en phase d'amorçage qui elles-mêmes sont passées en phase d'accélération et de récompenser chaque année les meilleures d'entre elles et donc de proposer voilà, une capacité à identifier des talents entrepreneuriaux qui ne sont pas forcément les premiers que l'on voit sur la scène, hein, qui ne passent pas forcément dans les médias, qui n'ont pas forcément le réseau pour lever des fonds, et donc de les mettre en face de ce réseau en pitchant en 2 minutes sur un ring de boxe et en leur proposant de faire des demandes de financement assez facilement, en tout cas plus facilement que si elles devaient faire leur propre roadshow, hein, leurs propres rencontres indépendantes les unes après les autres avec différents lieux où les investisseurs ne sont pas forcément toujours dans les mêmes formats de rencontres. Donc toute une galaxie de contenu en fait autour de l'entrepreneuriat, c'est ça que tu as finalement t'as réussi à monter sur Événementiel, digital et les 10 média. dernières années. Hein. Ok. Exactement, du Ok. 360 degrés. Alors on va démarrer justement. Alors et l'autre partie que tu as peut-être un peu moins développée, c'est que aussi en parallèle, tu as repris un petit peu euh, le goût finalement au jeu de rôle que t'avais quand tu étais enfant, à travers justement la création d'une association. Tu peux nous en parler?
Avec plaisir. Bon, le storytelling, il est assez simple, hein, de 2000, de 1980, de 1990 à 1999, je fais du jeu de rôle avec les amis de mon frère dans un club, hein, en Seine-et-Marne. Et puis, ma vie active a fait que je me suis concentré exclusivement sur mon développement personnel et le développement de mes entreprises. Et donc, j'ai un peu laissé de côté ce Ça de hobby. côté, ouais. Et puis, mon premier garçon est né en 2011 et 2015, 2016, je me suis dit, tiens, ça serait bien de le remettre dans une Un activité jeune padawan à former. hors écran. Ouais, c'était ça un peu l'optique de départ. Donc, on a commencé par du jeu de société, puis les amis sont venus à la maison, on a ressorti un vieux jeu de rôle, on a commencé à jouer ensemble. Oui, Et parce que tu as raison, je t'arrête 2 secondes, mais tu as raison de le préciser, là on parle bien du jeu de rôle plateau et pas du jeu vidéo, parce que maintenant c'est vrai que les jeux de rôle, on a souvent en tête les jeux vidéo. Là on parle vraiment du jeu de rôle classique, les deux mondes sont liés parce papier et que crayon, quoi. si on reprend, moi, je me suis amusé à reprendre une histoire de certains créateurs, par exemple François Nedelec, le créateur de l'Empire Galactique, donc quelque chose qui était naissant en même temps que l'univers de Star Wars, qui a créé aussi le jeu de rôle avant Charlemagne, donc un jeu de rôle sans technologie, quasiment sans magie. Et ces créateurs de jeux de rôle sont devenus des auteurs de scénarios pour les jeux vidéo. Parfois, et D'accord. même dans le cinéma pour certains. Donc les deux mondes sont très proches. En Oui, ça revanche, inspire beaucoup, bien sûr. ils s'inspirent, puis ils ont Ah, l'esprit de Donjons et création, Dragons, on imaginaire. le voit là avec Stranger Things, maintenant tout le monde en parle tout le temps, et puis ça Absolument, inspire les World of Warcraft, etc. Les jeux vidéo complètement. c'est des univers qui sont liés. Mais tout ça, c'est intéressant de le savoir, ça, c'est né quand même dans les années 60, 70, Donjons et Dragons, je crois que c'est dans les années 70 Tout à fait. que ça a été créé, et, enfin, tout cet imaginaire narratif, les nains, les elfes, etc., issu aussi de Tolkien et compagnie. Ça vient, c'est venu de là de former une espèce de jeu à travers ces univers un petit peu fantastiques. Alors après, il peut y avoir plusieurs types, plusieurs Oui, types bah, d'univers. il y a une grosse envie voilà, de créer l'univers imaginatif, hein, et du narratif. Donc, dans les années 50 à 80, il y a beaucoup de romans qui sont sortis, qui ont été adaptés en jeu de rôle et qui ensuite ont été adaptés en séries, en jeux vidéo et en films parfois. Voilà. Et on a les grandes séries, les grandes trilogies, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres, qui sont à la base des livres, comme par exemple Game of Thrones. Et de Game of Thrones, on a sorti un jeu de rôle, Un puis jeu une de rôle. série et des préquels et des films. Alors pardon, je t'ai coupé, mais du coup, voilà, ces jeux de rôle, toi, tu reprends un petit peu avec ton fils, et tu as l'idée finalement de créer une association, de consolider un peu Oui, alors ça, partager ça finalement, ta passion. ça part de on joue à la maison en famille, puis il y a deux, trois amis qui viennent à la maison, et ensuite de quelques amis, on est passé à une, deux, trois tables à la maison encore une fois, donc ça commence à faire beaucoup de monde, puis le Covid et la crise sanitaire sont arrivés par là, donc il fallait faire du lien Fallait mettre autour son de chez masque. soi, voilà, Fallait fallait mettre mettre son son masque. masque, et donc on s'est retrouvé vite un peu débordé, hein, finalement, par le jeu de société et le jeu de rôle, et donc on a créé une association en novembre 2022, Ludificio, qu'on a inauguré le 7 janvier 2023 à Granville, à l'espace Pierre et Marie Curie. 80 personnes se pressent, donc on avait deux salles, deux classes pleines à craquer de personnes qui sont venues jouer avec nous. On fait plus de 600 passages sur un trimestre, hein, donc une association qui venait de se créer. On recrute de nouvelles personnes dans le bureau qui nous engagent à aller faire une nouvelle initiative pour faire connaître et rebooster en fait la communication. Et de cette rencontre, au bout de 3 mois, 6 mois après, donc 3 mois pour le faire, on crée un festival du jeu, Là, ouais. et le festival Chasse Party qui rassemble près de 1500, 1800 personnes qui sont venues en un week-end jouer aussi bien aux jeux de plateau qu'aux jeux de rôle, qu'aux jeux de cartes, aux jeux pour enfants, aux jeux en bois, aux jeux géants. Et donc là, on a vraiment créé cet univers sur Granville, narratif, imaginaire, où on joue ensemble et c'est du lien intergénérationnel qui se crée et on prend du plaisir parce que c'est un moment ludique, convivial, amical, familial, où on prend une heure et demie de son temps pour passer un temps soit compétitif, soit coopératif, et à la fin, généralement, ça fait... Alors justement, sur le jeu de rôle, on va essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne pour les néophytes, parce que bon, les jeux de société, la bonne paye, etc., on connaît tous. Mais alors, le vrai jeu de rôle, comment ça se passe? Il y a combien de joueurs? Ça dure combien de temps? C'est quoi l'équipement, en gros, pour faire ça? Euh, une partie standard. On a commencé justement à le voir un petit peu dans les Stranger Things, dans les séries un peu récentes qui ont remis un petit peu ce côté-là au goût du jour. Mais
concret dans un club de jeu? Comment ça se passe un Bon, jeu de rôle? le jeu de rôle, on peut désacraliser le jeu de rôle déjà, parce que le jeu de rôle, on a tous fait, hein. Dans notre enfance, on a joué aux cow-boys et à l'Indien, aux gendarmes et aux Ouais. voleurs, donc enfant, on a déjà incarné des personnages. Le jeu de rôle, Toi, c'est t'étais simple. plutôt gendarme ou Oh, voleur? Pas mal j'ai, voleur, j'ai- hein. ouais. J'ai un peu navigué sur les deux, hein, pas être, voilà, le jeu de rôle, j'ai souvent été le maître de jeu en réalité, donc celui Ah qui oui, c'est crée vrai? l'univers. Ouais, plutôt, ouais. Alors le jeu de rôle, c'est simple, c'est un maître de jeu qui maîtrise les règles, qui va maîtriser l'univers et qui va établir un scénario face à des joueurs. Les joueurs vont créer leurs personnages au travers des règles du jeu, donc vont jeter des dés, vont écrire leurs caractéristiques, leurs compétences et parfois leur histoire, hein, qui se Ah, fait au jet de dés les joueurs écrivent avec le maître leur de jeu. propre histoire. Alors, on peut soit l'écrire, soit, par exemple, dans Cyberpunk, c'est un jet de dés qui va déterminer d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce qui s'est passé D'accord. chaque année, si tu as des frères, des sœurs, s'ils t'aiment pas, si tu as fait des bonnes, des mauvaises rencontres, voilà. Et ça va créer ton univers et ton background, qui sera parfois complètement croisé avec d'autres personnages, et que le maître de jeu va récupérer comme information capitale pour voilà, créer des histoires dans l'histoire, dans le scénario qui va nous faire évoluer. Donc ça démarre comme ça, c'est-à-dire les joueurs écrivent quelque part un petit peu, donc là c'est 100% imaginaire, en Une gros, feuille de personnage, ouais. c'est papier stylo, Crayon, moi je suis des un dés, mage, exactement. je maîtrise le sort du feu, des trucs comme ça, c'est vraiment ça Absolument. l'idée, et Absolument. ensuite le maître du jeu, il mouline un peu tout ça pour faire son histoire, et après, rouler jeunesse, c'est parti, on va dans un donjon, c'est ça Plus ou l'idée. moins, voilà, c'est ça. Si c'est du médiéval fantastique, c'est souvent du donjon porte-trésor, un monstre porte-trésor. Et effectivement, de la science-fiction, ça peut être dans un vaisseau, à la conquête de Monstre planètes. porte-trésor, c'est-à-dire bon, il y a des monstres, faut désinguer des monstres, Alors, je dans je l'ordre, bloque c'est à une porte, porte, monstre, trésor, dans le bon ordre, hein. On ouvre une porte, on rencontre des monstres et on va ensuite et récupérer on un récupère trésor. le Et on va trésor. passer de porte en porte et ensuite on va accomplir un certain nombre de quêtes, voilà, qui peuvent être soit du plus simple ou plus compliqué. Et alors, du coup, là, sur la partie un petit peu, parce que quand tu dis justement les joueurs, ils écrivent leur rôle, c'est-à-dire, c'est quoi les bons atouts pour un joueur, je veux dire des atouts personnels pour être des bons joueurs finalement de jeux de rôle, parce qu'il faut quand même être capable de s'investir dans un personnage, d'être suffisamment créatif, même si de ce que je comprends, il y a quand même un maître du jeu qui peut, c'est un peu son rôle aussi d'aider finalement Il y a une les symbiose qui se joueurs fait. Ouais. à créer un peu leur background, Il comme n'y a tu pas dis. de bon ou mauvais joueur. En réalité, il y a le joueur qui va être pratique, qui va être facile sur la partie je sais m'exprimer et qui va pouvoir effectivement être bon sur l'incarnation de son personnage à la première personne, celui qui va être bon dans l'enquête, dans l'investigation, celui qui va être bon dans le relationnel, dans faire vivre le groupe. Il y a l'introverti qui va pas trop poser de questions mais qui va avoir des interventions à bon escient et puis il y a une courbe d'apprentissage qui se fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas bon, on n'est pas bonne, on va pas avoir la bonne élocution, la bonne interprétation dès le premier jeu de rôle. Mais effectivement, à force de voir faire et de faire faire, ou de savoir faire, on va pouvoir effectivement évoluer et grandir au fur et à mesure de son expérience et de sa propre expérience. Et parfois, on reste l'introverti qui sera le barbare, qui va être celui qui va défricher qui va passer devant, et celui qui sera un peu plus derrière pour soigner, celui qui va faire l'enquête, celui qui va avoir la meilleure capacité à aller parler aux personnages non joueurs, et donc de pouvoir mener une enquête et faire vivre le scénario et faire vivre l'univers. Ouais, donc plein de synergies entre les personnages. Ce que tu dis, c'est finalement quelque chose qu'on peut retrouver justement dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une cohésion d'équipe, tout le monde bosse ensemble. Et finalement, dans le jeu de rôle, c'est un peu ça aussi qu'on apprend. On a un maître du jeu qui va un peu l'idée, qui peut être un peu le manager d'aujourd'hui. Et toute l'équipe, finalement, c'est les différents personnages qui vont avoir des rôles finalement un peu précis et qui vont essayer de collaborer pour atteindre des objectifs, une quête. Donc il y a vraiment un parallèle avec l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que toi, qui t'a aidé dans ton parcours et que tu as essayé peut-être aussi de développer à travers tes différentes expériences et notamment dans tout ce que tu as apporté sur le côté entrepreneurial? Le maître du jeu, on l'appelle aussi le meneur. Donc le meneur dans une entreprise, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui a l'idée
qui va porter cette idée, donc le porteur de projet. On parle de chef d'orchestre, hein, d'orchestration, hein. On orchestre un scénario dans un univers. Un chef d'entreprise d'une start-up va créer une histoire et va mener cette histoire à son aboutissement avec des collaborateurs qui pourraient être assimilés aux joueurs dans une partie jeu de rôle. Et on va ensemble aller d'un point A vers un point B ou Z, hein, si on veut. Et oui, oui, il y a des vrais parallèles entre le maître de jeu, les joueurs, le jeu de rôle et la création d'une start-up, la création d'un univers, d'un produit innovant qui dépasse l'état de l'art. Il faut créer le marché, il faut emmener le marché avec soi, il faut emmener ses joueurs vers la finalité qui est de faire un premier scénario et ensuite une campagne de scénario. Et là, on est aussi dans une entreprise qui va créer un produit A, qui va pivoter avec un produit B, qui va ensuite élargir son marché en France, à l'international, et qui va continuer à faire l'innovation. Et le jeu de rôle, ce n'est que l'innovation, c'est du narratif, mais c'est l'innovation en permanence. Et toi, c'est quelque chose qui t'a aidé un petit peu d'avoir été baigné très tôt dans cet imaginaire. Est-ce que ça t'a aidé un petit peu dans ton parcours professionnel, peut-être aussi dans ton assurance pour aller, parce que quand on veut être entrepreneur, il faut quand même avoir une certaine assurance, faut y croire, faut être aussi assez créatif. Est-ce que tu penses que c'est un peu ces qualités-là, elles sont développées justement par le jeu de rôle? Ah bah complètement, totalement, hein. Le jeu de rôle, ça m'a permis, un, d'incarner des personnages, deux, de prendre confiance en moi, trois, d'être certain de pouvoir serrer la main d'un président comme d'une personne dans la rue et d'avoir la même capacité à m'intéresser à cette personne et à découvrir ce qu'elle est et interagir avec elle. Donc le jeu de rôle, c'est ça, hein, c'est prendre confiance en soi, intervenir à la première personne face à n'importe quel univers, n'importe quel personnage et n'importe quel type ou quel niveau relationnel. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. On doit parler aussi bien à des commerciaux, des salariés, des personnes qui sont dans la technique, donc qui sont Chacun des a un profils rôle totalement différents. précis. Ouais. Exactement. Et ensuite, il faut aller parler à ses clients, il faut parler à ses investisseurs, il faut parler à ses partenaires, il faut parler à l'écosystème médiatique, politique. Donc, il faut avoir plusieurs casquettes, plusieurs cravates, plusieurs costumes et être capable d'être serein et pertinent à tout moment. Donc le monde de l'entrepreneuriat, pour toi, c'est un espèce de jeu de rôle géant où tu peux finalement incarner un personnage puis un autre et être en interaction finalement avec plein de En personnages. permanence. Et d'ailleurs, le jeu de rôle rentre de plein pied dans l'entreprise. Il rentre de plein pied dans les RH, donc dans les ressources humaines, dans le Ouais, c'est vrai. recrutement, dans l'évolution des carrières. Il rentre de plein pied quand on forme ses collaborateurs. On fait des jeux de rôle, on fait des simulations, parfois face caméra. Et ça a été voilà, un outil moi, que j'ai exploité dès les années 2005, hein, de 2000 à 2005, j'ai filmé mes collaborateurs et j'ai moi-même été filmé par mes supérieurs hiérarchiques pour comprendre comment j'avais cette réussite commerciale, managériale et comment la dupliquer au plus grand nombre au sein même de l'entreprise. Et ça a été des outils qui ont été hyper pertinents et enfin voilà, qui ont été créateurs de valeur dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, puisqu'on a filmé aussi pour le compte de nos clients, parfois nos prestations, nos argumentaires, pour pouvoir faire des vidéos de promotion de nos services et de nos produits. Et donc finalement, toi, est-ce que au final, à la base, ce serait pas plus intéressant de mettre les collaborateurs directement sur des jeux de rôle, enfin de les encourager peut-être à faire des apéros jeux de rôle, avoir ce côté un petit peu plus ludique, parce que c'est vrai que c'est devenu très professionnalisé, mais peut-être qu'on a perdu un peu l'idée plus de gaming, de détente, le côté un peu plus ludique. Est-ce que c'est une analyse que toi tu as faite sur le secteur un peu pro? Oui, pour le coup, alors la ludification des univers, des milieux scolaires, professionnels, hospitaliers, médicalisés et carcéraux, ce sont des missions que j'ai données à l'association Ludifissio. Donc de pouvoir intervenir dans ces différents milieux pour ludifier des moments de vie de ces différents publics. Donc je suis totalement convaincu, totalement déterminé à faire rentrer le jeu, la ludification dans ces milieux-là. Alors aujourd'hui, j'ai mes deux activités parallèles, hein. J'ai mon activité professionnelle et puis j'ai ma passion, mon engagement, et les deux vont certainement se réunir à un moment, hein. Je vais organiser une finale de mon événement en fin d'année, mais je vais probablement démarrer une nouvelle, Le fameux Startup Contest, ouais, c'est ça l'idée, ouais. toujours au mois de décembre, la finale nationale, une présélection des finalistes, soit sur des événements, soit sur des sélections digitales, et on aura une finale autour du 11-13 décembre cette année sur Paris ou ailleurs,
est à Granville, et on va effectivement réunir les investisseurs, les partenaires et les start-upers dans une même salle. Les start-upers vont pitcher face aux partenaires, aux investisseurs, les partenaires vont rencontrer les startups qui ont des besoins et les financements seront trouvés par des investisseurs dans un même moment et dans un même cadre. Mais c'est déjà de la ludification, hein, de permettre à un entrepreneur de monter sur un ring de boxe et sur un round de boxe de s'opposer à une autre startup et en 2 minutes de pitcher, de faire du storytelling de sa startup, c'est du jeu de rôle Ouais, en improvisation le storytelling, c'est vraiment ou en du jeu de rôle. préparation. Et d'ailleurs, c'est peut-être le meilleur moyen de se préparer à ça, c'est vraiment le jeu de rôle. C'est-à-dire Complètement. écrire un peu son histoire, finalement, ou l'histoire de son entreprise, aller sur scène et la partager un petit peu avec le plus grand nombre ou avec le plateau quand on est sur le jeu de rôle. Interagir C'est avec le jury qui va vous l'idée. poser des questions, donc là, ils ne sont pas préparés. Et ensuite, une fois qu'on est sorti du ring, il y a toute la partie relationnelle, networking. On va faire du matchmaking affinitaire, donc les gens vont se rencontrer autour d'une coupe de champagne, vont se poser des questions, se rencontrer, échanger leur carte de visite. Et là, c'est de l'interprétation de son personnage, de la création de l'intérêt, et c'est la rencontre de l'offre et la demande. Voilà. Et là, on est dans de la ludification. Mais demain, on n'est pas, je ne suis pas totalement fermé à proposer aux entreprises de créer des espaces ludiques, au lieu d'avoir des salles de pause, hein, tout simplement, Au de créer sein des au entreprises. sein des entreprises, Ouais. de créer des espaces ludiques avec des jeux qui seront, si c'est une entreprise un peu moribonde, créer du jeu d'ambiance pour que les liens se recréent en 5, 10, 15 minutes, on s'amuse, on joue, on rigole ensemble. Ça peut être du jeu coopératif pour les chargés de projet, les chargés de mission qui ont des projets de grande envergure à créer, des projets techniques ou pas, ou du compétitif, quand on a des équipes commerciales, plutôt que de se croiser juste sur des tableaux de vente et de résultats, de pouvoir avoir du jeu compétitif où on s'amuse, et on va permettre aussi à l'entreprise, au manager, à la RH, au chef d'entreprise, d'évaluer ses collaborateurs ou de jouer avec ses collaborateurs et de mieux identifier les tempéraments et les personnalités qu'on a en face de nous, parce qu'on crée effectivement une osmose, une ambiance, une équipe, et cette équipe doit accomplir un certain nombre d'objectifs, et il faut le faire avec des éléments qui sont parfois factuels, des résultats, et qui sont parfois un peu plus intangibles, et qui sont de l'ordre de la personnalité, des émotions. Et le jeu est un très bel atout pour identifier Pour organiser ça, ouais. comment on Et c'est évolue. un peu ce que tu disais, c'est-à-dire finalement l'intérêt, c'est aussi d'apporter l'amusement. C'est peut-être ça aussi qui permet de rendre tout ça assez homogène. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on s'amuse, et même si on est dans l'entreprise, arriver quand même à s'amuser, et donc avoir un peu cette idée du jeu de rôle qui n'est pas juste de incarner un personnage pour incarner un personnage, mais aussi de passer un bon moment. Et finalement, c'est de se dire, on peut le faire aussi dans l'entreprise à travers la création de sa boîte pour ce qui te concerne. Et c'est vraiment quand même de s'amuser, parce que c'est vrai que quand tu crées une boîte, c'est pas non plus pour te faire chier, tu veux quand même On t'amuser, passe quoi. quand même beaucoup de temps dans l'entreprise, hein, dans sa vie professionnelle, dans son activité, salariée ou pas, ou qu'elle soit indépendante ou salariée, qu'on soit le chef d'entreprise ou qu'on soit dans l'équipe elle-même. Donc autant effectivement qu'on crée des moments de ludification, de jeu, de gamification, comme on dirait en anglais. Et donc l'intérêt, c'est effectivement de désacraliser certaines tâches qui sont parfois rébarbatives ou pas celles qu'on préfère le plus, hein. Je dirais l'entretien, le bilan annuel face à une RH, il peut être stressant, face à son chef d'entreprise aussi, hein. Parfois, il n'y a pas toujours l'échelon RH. Donc, d'avoir des moments de ludification tout au long de l'année, c'est toujours mieux que d'avoir que des notes pour être jugé, hein. Je parle de notes, par exemple, en pensant à l'école. Nos enfants, moi j'ai connu, tu as connu, Yann, le Graal qui était d'avoir la bonne moyenne au bon moment, mais à aucun moment on a regardé comment tu interagissais hors activité scolaire. Et moi, je fais partie de ces autodidactes. Alors, j'ai été diplômé, j'ai eu un baccalauréat, puis ensuite j'ai fait l'ESSEC, hein, on n'en a pas parlé, mais ma transition 2007-2011, j'ai fait l'ESSEC et l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal, qui m'ont permis d'avoir un diplôme et une certification, un master et une certification. Mais au-delà de ça, j'étais d'abord autodidacte. Donc je suis un peu sorti du milieu scolaire, je n'ai pas fait plus de 6 mois à la fac, parce que ça ne me convenait pas. Et pourtant, mon parcours professionnel montrait qu'il y avait un talent ou des compétences, une envie, un enthousiasme qui, bien cadré par un bon management, m'ont permis d'évoluer. Et voilà, on peut changer parfois certains parcours professionnels, je crois, en amenant de la gamification, de la ludification, du jeu et de la capacité à interpréter et à se dévoiler et se reconnaître comme étant une personne compétente et capable. C'est un peu ça, en fait, ce que tu disais avec le jeu de rôle, c'est à travers le maître du jeu, il y a quand même un cadre, et en même temps, il y a vraiment un besoin pour les joueurs de se créer
une histoire, un background, un parcours dans ce cadre en pouvant aussi diverger un petit peu et donc on n'est pas sur une ligne directe. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça colle très bien avec des profils justement d'entrepreneurs, c'est-à-dire quels que soient les entrepreneurs, il y a un cadre juridique, il y a un cadre légal, économique, etc. Maintenant, les bons entrepreneurs, c'est des gens qui sont capables, voilà, de raconter un peu leur histoire et de pouvoir peut-être un petit peu bifurquer. Et donc, c'est vrai que ça, c'est des qualités qui se rejoignent pas mal avec Bah, le pivot dans une le jeu de startup, rôle. c'est un moment essentiel de la vie d'une startup. On peut avoir la bonne idée, on peut avoir la bonne exécution. Parfois, le marché va pas répondre au bon moment à cette exécution. Il faut savoir pivoter, écouter, entendre et prendre les bons indices qui vont te permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, le pivot dans le monde entrepreneurial, dans l'innovation, est essentiel. C'est un maillon essentiel. Si tu restes figé dans ton idée et que tu avances comme un bulldozer, bon, tu vas certainement créer ton sillon, mais tu vas certainement rater des opportunités. Et il y en aura un autre qui sera plus agile et qui fera mieux que toi. Sur 1000 startups, il y en a bien une ou deux qui vont savoir te concurrencer et c'est la plus sympa et la plus efficace qui remportera la compétition. Dans le jeu de rôle, c'est un peu pareil. Hein. C'est ça, les opportunités. On démarre à zéro, on va tirer des liens relationnels dans l'équipe et au-delà de l'équipe, on va faire évoluer ses personnages, c'est celui qui sera le plus audacieux, qui fera le plus d'actions, qui lui permettra peut-être de gagner plus en compétences et en expérience. Ce qui gagne dans le jeu de rôle, en fait, c'est la victoire, elle s'obtient comment? Elle s'obtient à partir du moment où à la fin du jeu, tu as le sourire. Voilà, quand on a créé le sourire, je crois que quand on a passé un bon moment où là il y a victoire, parfois on réussit la mission, parfois on réussit la quête, parfois on va réussir à trouver l'intrigue, parfois pas. Parfois ton personnage va mourir. Il faut recréer un personnage. Est-ce que tu as perdu parce que ton personnage est mort et parce que tu en crées un? Non. Il n'y a pas de vainqueur il n'y a pas de compétition entre le maître de jeu et les joueurs. L'intérêt du maître de jeu, c'est de faire passer un bon moment à ses joueurs, et l'intérêt du joueur, c'est d'avoir passé un bon moment collectif avec le maître du jeu et ses amis, finalement. Voilà, au bout d'une heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures, ou parfois au bout de 80 heures, parce qu'on est sur 10 scénarios de 8 heures, on va passer, évoluer et vivre une aventure qui va nous faire passer des bons moments entre amis. C'est ça, il n'y a pas de grande victoire. La victoire, Pareil, la notion finalement de l'échec, parce que souvent on parle pour les entrepreneurs et puis pour les entreprises en général, de ce rapport que peuvent avoir des salariés ou des entrepreneurs par rapport à l'échec, qui est un vrai sujet, c'est-à-dire il faut absolument faire 10 000 par mois, avoir une boîte qui soit revendue des millions, etc. Enfin, on a plein de dogmes comme ça sur le succès et du coup sur l'échec. Là, c'est pareil, le jeu t'apprend un petit peu ça, parce que c'est vrai que dans les jeux, alors là, pour le coup, même dans les jeux vidéo, euh, on apprend aussi à mourir, quoi. C'est-à-dire, ça fait partie du jeu d'échouer, et tu peux prendre finalement ce que tu disais, du plaisir dans l'échec, parce que bah, tu réessayes, et donc ce côté un petit peu de résilience et finalement, bah, un rapport à l'échec qui n'est pas un truc terrible, mais qui est juste une étape. D'ailleurs, souvent, j'imagine, dans les jeux, tu te dis, l'échec fait partie du jeu, quoi. Il y a toujours, il y a quand même de l'échec dans le jeu, le quoi. jeu vidéo, souvent tu échoues, tu recommences. Hein. Alors les vieux jeux, tu recommences au tout début, tu devais te refaire toute la mission. Ouais, ça, c'était Là, bien. voilà, on a connu. Hein. Dans le jeu de rôle, bah, c'est un peu pareil. Hein. Tu peux ne pas avoir pris la bonne décision, tu as un maître de jeu qui va pouvoir te réorienter. Mais par exemple, moi, j'aime beaucoup le développement commercial et c'est ce qui m'a appris à avancer dans cette vie professionnelle. C'est que je prends souvent cet exemple quand j'ai des collaborateurs que je recrute. Il faut avoir une grande résistance à l'échec pour réussir. Parce que pour faire une vente, souvent j'explique qu'il faut passer 100 coups de téléphone. Tes 100 coups de téléphone, tu vas en passer 20 par heure. Donc il faut 5 heures pour passer voilà, pour avoir tes 5 fois 20, 100 coups de téléphone. Sauf que sur les 100, tu vas avoir 90 refus de barrages secrétaires, de personnes pas là, mauvais ciblage, etc. Sur les 10 barrages secrétaires que tu auras passés, tu auras 10 dirigeants. Sur les 10, tu en as 9 qui vont te refuser, qui ne sont pas intéressés, qui ne vont pas t'écouter, qui vont t'écouter et pourraient être intéressés mais ne vont pas accepter le rendez-vous. Il n'y en a qu'un qui va accepter ton rendez-vous. Et il en faut 5 rendez-vous comme ça, qui sont qualifiés pour avoir une vente derrière. Donc là, si tu fais le calcul, on est sur 99 échecs pour une vente. Et souvent, bah, tu parlais de 10 000 euros par mois, tu as un ticket moyen à 2, 3 000, 4 000 euros, il te faut 3 ventes par semaine, par mois, pour réussir ton objectif mensuel. Donc c'est des centaines d'échecs pour avoir quelques succès. Donc ta résistance à l'échec, elle passe par des mini-victoires. Par des mini-victoires, c'est une bonne préparation, comme le maître du jeu va préparer son scénario, son joueur va préparer son personnage, et ensuite c'est une bonne exécution. Donc c'est de pouvoir faire et prendre les bonnes décisions au bon moment, et d'avoir une envie, un enthousiasme absolu de vouloir réussir, mais en passant par cette étape.
indispensable à la réussite, qui est l'échec. Si tu n'échoues pas, tu ne peux pas réussir. Et si tu ne t'es pas trompé une fois dans ta vie, tu ne peux pas apprécier non plus ton succès. Et moi, je sais que j'ai eu cette chance de réussir, cette chance de faire du bénévolat, donc de passer par un moment où ma vie était moins financièrement intéressante, et de remonter la pente en me disant, bah là, il faut que je recrée de la valeur, parce qu'au vu de tous, la réussite, c'est pas les 65 000 adhérents, les 85 clubs que j'ai créés, qui ont créé des milliers et des milliers et des milliers de vocations, et des succès. Tous mes commerciaux aujourd'hui sont des chefs d'entreprise, des managers, sont des gens qui ont évolué professionnellement et personnellement. Ça, aujourd'hui, personne ne va le voir, ne va regarder, ne va fouiller cette histoire-là. Donc il faut tout recommencer. Pour recommencer, il faut avoir cette envie d'échouer, cette envie, cette appréciation de l'échec pour pouvoir réapprécier les succès, savoir quelles sont les étapes, les erreurs à ne pas commettre deux fois pour pouvoir remonter la pente et revenir sur les sommets du succès. Super inspirant. Alors du coup, pour conclure un petit peu, on va essayer de... Les jeux un petit peu que tu recommanderais justement à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, pour déjà s'initier peut-être au jeu de rôle et justement développer un petit peu ces qualités dont on vient de parler là. S'il y avait trois quatre jeux que tu devrais recommander, ce serait Ouais, lesquels? ma Madeleine de Proust du moment. Parce que c'est une double histoire. Alors, on vient de parler de cette double histoire, c'est du jeu et de l'entrepreneuriat. Et bien, il y a une jeune entreprise, normande, vachement bien cette entreprise. Ça fait plaisir. Elle fait plaisir, elle est dans le 76. Arcada Studios, ce sont des jeunes motion designers donc, qui ont un parcours professionnel de qualité dans des entreprises qui décident un jour de créer le nouveau HeroQuest, donc le nouveau Dungeon Crawler, exploration de donjons. Donc Arcada Studios a créé un premier jeu, Irun. Irun, c'est Porte-Monstre Trésor, c'est les quatre héros qu'on a déjà évoqués, c'est le barbare, le magicien, l'elfe et le nain. Et c'est un jeu extraordinaire parce qu'il associe la nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'il associe la voix, une application qui va qui va prendre le rôle du maître du jeu et qui va te dire, voilà, tu rentres dans cette salle, une brume arrive et un monstre apparaît et tu vas découvrir un trésor que tu n'aurais pas trouvé en retournant simplement une carte, par exemple, parce que l'avantage de l'application, c'est qu'elle va créer au fur et à mesure de l'évolution du jeu de nouveaux items, de nouveaux objets, de nouveaux ports, de nouveaux sas. Donc même un scénario qui était déjà écrit pourrait être une nouveauté et quelque chose d'assez délirant. Donc moi j'adore Erun, j'adore Arcada Studio, j'adore le jeu qui est un mix entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. C'est-à-dire que tu incarnes ton personnage mais sur un plateau avec des figurines. C'est différent. D'accord, t'as quand même un plateau. Mais il y a un maître du jeu qui ambiance un peu tout ça. Alors, qui peut être le maître des ombres, on appelle ça le maître des ombres, qui peut être une personne physique, c'est souvent moi d'ailleurs, pour le coup, et où tu pourrais très bien te retrouver de l'autre côté de la table et laisser l'application gérer le côté maître des ombres ou le maître du jeu. Donc ça c'est le premier jeu, c'est le jeu qui te permet d'arriver sur le jeu de rôle et d'être sur le jeu de plateau et le jeu de figurines, qui est apprécié du plus grand nombre à tous les âges. Ensuite dans le jeu de rôle, évidemment tu as les classiques, Donjons et Dragons, Warhammer, etc. Mais moi j'ai tendance à penser que il faut passer par les boîtes d'initiation. Voilà, il faut trouver l'univers qui nous plaît, ça peut être James Bond, ça peut être Star Wars, ça peut être Donjons et Dragons, ça peut être Warhammer, ça peut être... Il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est les Terres d'Aran en ce moment, qui est une BD à la base. Au départ je disais des bandes dessinées, à mon vieil âge quand même, mais qui m'intéressait parce que c'est les bandes dessinées nains, elfes, mages, orques et gobelins, donc c'est vraiment... Pareil, univers Heroic Fantasy. Heroic Fantasy, mais c'est expliquer c'est quoi un orc et un gobelin, un enfant de 6 ans, enfin c'est pas évident quand même. Surtout qu'on n'en croise pas tous les 4 matins. Un mage, c'est quoi? Donc on a Harry Potter en ce moment, voilà, je cite plein de références pour pas qu'on soit dans une unique promotion, mais l'idée c'est de savoir c'est quoi un mage, c'est quoi un orc, un gobelin, c'est quoi un nain, c'est quoi un nain, ça vit comment un nain, c'est quoi la vie sociale d'un nain, est-ce que ça vit seulement dans les souterrains, dans des grandes forteresses, est-ce que c'est simplement des forgerons? Voilà, bon, ce jeu-là, les Terres d'Aran, est vraiment excellent pour s'initier au jeu, et les boîtes d'initiation, c'est simple, tu pourrais ne pas les avoir lues, simplement les ouvrir, dérouler les pages en tant que maître de jeu avec un paravent et tes joueurs, leur donner des personnages pré-tirés, et tu peux faire ton aventure pendant une heure et demie et passer un excellent moment. Donc le jeu de rôle, c'est vraiment vulgarisé et popularisé sur cet aspect-là. Et puis après, voilà, moi j'ai quelques appétences sur les jeux stratégiques, voilà, les jeux où tu es sur un plateau, tu es en compétition, voilà, des risques, des jeux comme voilà, le vieux Risque, mais qui a beaucoup évolué. Hein, Risque, c'est des heures, des nuits sur... On reprochait au Risque d'être un jeu de hasard avec les dés. Maintenant, c'est Game of Thrones. La licence Game of Thrones, c'est des cartes, c'est des personnages, c'est des activations que tu fais au fur et à mesure que tu évolues. J'aime beaucoup des jeux comme Terraforming Mars. Là, tu parles à la conquête de Mars, Elon Musk, on est en plein dedans, voilà, enfin, Starlink, les satellites qui te donnent Internet, SpaceX qui t'envoie des satellites, etc. Et bientôt, on ira, on sera des visiteurs, des touristes de Mars. Donc là, tu joues c'est quoi? Tu joues une corporation. Un colon martien? Non, tu joues une corporation, une entreprise. Une corporation, d'accord. Qui a
différentes voilà, caractéristiques, hein. On ne joue pas à la même corporation chacun. Et effectivement, on va coloniser Mars. Donc on va faire monter le premier facteur qui est l'oxygène, la température, et ensuite poser des océans. Et ces 3 facteurs permettent d'installer la vie sur Mars. Ouais, tu vas installer des villes, des forêts, tu vas installer des entreprises, tu vas créer des infrastructures minières qui vont te permettre d'investir sur ta capacité à aller sur Mars et développer ton jeu. Mais si je devais recommander quelques jeux au plus grand nombre, allez sur le deck building. Le deck building, c'est des cartes que vous achetez au fur et à mesure du jeu. Vous allez construire votre deck et ça, c'est vraiment voilà, des jeux qui sont appréciés. Ça, c'est du Magic, c'est un peu C'est du Magic amélioré, puisque Magic est assez ancien maintenant, mais c'est du deck building avec des plateaux. Voilà. Magic, c'était du jeu de cartes. On est sur voilà, Ah, il y a quand même un plateau et ensuite tu joues à... Et tu crées ton deck de cartes, ouais, au fur et à mesure de ton évolution. On est sur du très bon jeu. Puis est-ce qu'ils se vendent le plus aujourd'hui? Ça reste les licences qu'on connaît bien, les Monopoly, les Dr Maboul, etc. Mais on est vraiment sur du jeu moderne maintenant. Et c'est ça que les gens doivent découvrir. C'est le jeu moderne. Donc allez dans vos boutiques spécialisées. La Fourmi à Granville, Leclerc Joueur en fait aussi. Il y a plein de boutiques. Il y a plus de 1200 boutiques sur tout le territoire national et qui nous donnent du conseil, de l'expertise pour découvrir des jeux qu'on ne connaît pas. Et qu'on découvre les grands passionnés de belote qui étaient mes parents, qui sont maintenant âgés de 70-80, enfin, nos parents sont assez vieux, mais ils ont l'habitude de jouer à la belote, au tarot, etc. Mais tu vas découvrir le Skyjo, qui est un jeu de pli et qui vient révolutionner la belote. Tu aimes les échecs, découvre Volto de l'éditeur Blue Orange, parce que Volto, c'est 10 pièces de jeu qui sont à profil caché, et tu vas découvrir les échecs et faire 10 parties en 1 heure. Ce qui n'est pas le cas avec les échecs en général. Non, c'est sûr. Et 10 parties de Volto en 1 heure, c'est juste extraordinaire. Camon, c'est un jeu où tu vas faire aller d'un point A à un point B, c'est ta mission. Ou alors tu vas entourer ton adversaire et tu vas pouvoir remporter la victoire. C'est pareil, c'est des jeux qui sont modernes, qui ont modernisé le jeu et qui sont dans des game systems, des systèmes de jeu qui sont complètement révolutionnaires et qui te font passer des moments incroyables en 5, 10, 15 minutes, 1 heure et demie parfois. Ou plus. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Écoute, ça nous a donné envie en tout cas de jouer. Je te remercie encore de nous avoir rejoints sur ce podcast. C'était vachement bien. Merci.